Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. La vérité en face. Et dans la vérité en face, beaucoup de sujets. On va notamment parler de notre rapport compliqué, contesté avec l'État, la bureaucratie, l'administration centrale. Avec cette question d'ailleurs, quelle feuille de route pour la simplification administrative? On attend bien sûr vos commentaires, vos interventions au 0826 300 300. Et on en parle tout de suite avec notre invité Gaspard Koenig, philosophe, fondateur du think tank Génération Libre, mouvement politique simple. Donc on va parler de simplification. Et co-auteur de Simplifions-nous la vie aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour Gaspard Koenig. Alors c'est vrai que c'était votre cheval de bataille dans la première bataille que vous avez menée pour la présidentielle. Bon, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'était difficile, mais c'était l'objectif, c'était d'entendre faire faire entendre votre voix, quoi. Hein. C'est ça sur. C'était l'objectif. Après, l'objectif ça aurait été d'aller quand même plus loin. Le parrainage, non? On a récolté 107 parrainages en 6 semaines. Maintenant que je me rends compte de ce que c'est que de récolter des parrainages, je trouve ça déjà un résultat honorable. Je ne vais pas parler de victoire éclatante comme Marine Le Pen, mais je pense qu'on aurait eu 6 mois de plus, on aurait pu les rassembler. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, les maires nous accordaient leur confiance, ceux qui l'ont fait, vraiment sur la base des idées et des propositions. C'est-à-dire que la simplification est quelque chose qu'ils ressentent dans leur quotidien, à la fois d'élus, parce qu'ils sont aux prises avec tous les trucs, les Comcom, les SRADET, et j'en passe et des meilleurs, et parce que c'est une des doléances les plus fortes qui remontent de leurs concitoyens. Ouais. Et à chaque fois que je parlais à des maires, je disais, mais mon Dieu, on touche tellement juste, on touche quelque chose qui est tellement au cœur des problèmes du pays, et que personne d'autre n'aborde de manière aussi frontale et structurelle, parce que simplification, en fait, c'est un programme entier qui se répercute sur l'ensemble des politiques publiques. Comment se fait-il que les autres passent à travers de ce thème qui remonte si naturellement des territoires? Alors, quand on prend le temps d'écouter les autres, depuis des années, il y a quand même des mesures de simplification administrative qui sont prises, normalement, sauf que sur le terrain, on a l'impression que c'est le contraire, que c'est de plus en plus compliqué. Un exemple qui vaut un petit peu votre invitation aussi, sinon le plaisir de vous entendre, c'est par exemple ces histoires autour des passeports et des cartes d'identité. On a essayé de simplifier les choses il y a quelques années, au niveau en fait aujourd'hui des mairies, plutôt que d'aller dans les préfectures. Résultat, il y a des embouteillages comme jamais. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs mois parfois pour avoir un bout de papier. En 2022 en France. Oui, moi j'essaye d'immatriculer depuis 8 mois une voiture qui a été une vieille voiture qui a été importée d'Angleterre, et je pense que je suis seulement au tiers du parcours. Ah bon? Oui, très, très long. Mais qu'est-ce qui explique tout ça? Le problème, c'est qu'on parle toujours de simplification administrative comme si c'était la faute de l'administration. Oui. L'administration, elle ne vous ennuie pas par plaisir, elle ennuie parce qu'elle applique la loi, elle applique la règle. Et donc le problème, il est en amont. Le problème, c'est la simplification normative. C'est qu'aujourd'hui, vous avez entre 400 000 et 500 000 textes de loi, et puis les fonctionnaires sont bien obligés de les appliquer. Mais il faut se poser la bonne question. Il ne faut pas se dire simplement « Ah, on va éliminer de la norme, on va éliminer la loi ». Il faut comprendre d'abord pourquoi on a mis en place ce système. Et il faut comprendre que ce système est un système de contrôle. Parce que plus on met de normes, plus on donne du pouvoir sur les gens, sur les vies, sur les comportements, et que donc, si on veut remonter à la source du problème, il faut s'interroger sur la place de la liberté dans notre pays, de la confiance que l'on fait à l'individu, au plus petit échelon, à la collectivité, à l'entreprise, pour prendre les bonnes décisions pour lui-même. Et donc tout ça interroge très profondément notre rapport à l'État, qui, encore une fois, n'a pas fait du tout l'objet des débats de cette campagne, où tout le monde est globalement d'accord pour en rajouter et pour mieux contrôler, au fond, la population. Non, c'est du contrôle, hein, c'est carrément du contrôle de la population. C'est du contrôle, et c'est une question de pouvoir politique. C'est ce que dit très bien, moi, ma référence intellectuelle sur le sujet, qui est l'anthropologue David Graeber, qui s'inscrit dans la lignée de Max Weber, et qui parle de la bureaucratisation du monde, le phénomène bureaucratique qui ne s'applique pas seulement à l'administration, c'est aussi quelque chose qui s'applique évidemment à l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les jours, 15 fois par jour, vous devez donner votre date de naissance, vos coordonnées bancaires, votre numéro de sécu, que pour réserver un billet de train maintenant, il faut savoir comment vous vous appelez et quel jour vous êtes né. Et en fait, non mais alors c'est pire, quoi. C'est pire qu'il y a 10 ans pour acheter un billet de train SNCF. Non mais ça c'est quand même un très bon exemple. Non mais c'est incroyable. C'est un très bon exemple, parce qu'à l'époque, il y a un an, la SNCF, je crois que c'est seulement il y a un an que sur les TER, la SNCF a mis en place le billet nominatif obligatoire. Qu'est-ce que ça peut faire à la SNCF, que ce soit moi ou mon cousin qui voyage, à partir du moment où il y a un billet en bonne et due forme qui est validé? Vous pouvez faire ça électroniquement, vous pouvez mettre en place une blockchain, le billet est valable une fois et c'est tout.
Alors on vous dit c'est pour lutter contre le terrorisme, parce que vous avez toujours le prétexte de la sécurité, que ce soit la sécurité sanitaire ou la sécurité, disons, sécuritaire. Et en fait, ça permet simplement à ces grandes entreprises de récolter de la donnée. Ouais. Voire de la revendre, puisque sur la nouvelle appli SNCF Connect, quand vous allez un peu finement dans les conditions d'utilisation, vous apercevez que vos données sont revendues ensuite à des partenaires extérieurs. Et donc tout ça, c'est, si vous voulez, du contrôle en masse de la population pour savoir qui va où, à quel moment et comment on peut lui faire acheter quelque chose de plus. Revendu à quelles données? Ces données sont revendues à qui alors? Oui, c'est les données. Des partenaires extérieurs qui sont d'ailleurs pas forcément français, qui sont des entreprises qui les utilisent parce que dans leur business, ça les intéresse de comprendre quels sont les flux de population à quel moment. Et tout ça, nous par exemple, on plaidait dans notre campagne pour un droit à l'anonymat. Donc que l'anonymat soit par défaut et que les entreprises qui vous demandent ce genre de renseignements aient à se justifier auparavant, alors qu'aujourd'hui c'est inverse. La CNIL avait reproché à la SNCF, je continue sur cet exemple parce qu'il est très parlant, avait reproché ça à la SNCF il y a 1 an, et la SNCF s'est assise sur les recommandations de la CNIL. Et donc on est dans un processus où à travers les plateformes, à travers l'administration, à travers ces grandes entreprises publiques, bref, tous ces grands ensembles qui collectent de la donnée et qui ensuite orientent nos comportements, vont dans le sens d'une société au fond de plus en plus autoritaire, de plus en plus liberticide. Et qu'on a vu à travers la crise du Covid, d'ailleurs, la crise sanitaire. Hein. Tout à fait, c'était un excellent exemple. Je pense qu'on aurait pu il fallait évidemment, dans ces cas-là, prendre des mesures coercitives, mais qu'il y avait différentes manières de le faire. Et, en l'espèce, j'ai toujours été très opposé au pass sanitaire, précisément parce qu'il supposait de fliquer, de donner des pouvoirs de police à des gens qui étaient des simples citoyens, à des serveurs, à des ouvreurs de cinéma, et que c'était ça le plus fou, en fait, dans ce dispositif. Et je constate que d'autres pays européens ont vaincu l'épidémie exactement dans les mêmes proportions qu'en France, sans y avoir recours. Donc c'était bien un choix politique, c'était pas une fatalité scientifique. Et je pense que ce besoin de liberté, de respiration, de pouvoir, encore une fois, rester anonyme quand on circule dans l'espace public, de prendre son destin en main, de maîtriser son destin sans être constamment dans un flux de données, est quelque chose de vital, et que aucun des partis actuels ne prend ce problème au sérieux. Ce qui est intéressant, c'est que la gauche refuse de prendre en considération la question de la bureaucratisation. Pour moi, c'est une question de justice sociale, pourtant. Parce que plus un système est complexe, plus ce sont les mieux renseignés, les mieux connectés qui en bénéficient. Et à l'inverse, ceux qui sont éloignés des centres d'information et de pouvoir... ils sont dégoûtés, en fait, de plus en plus. Bien sûr. Ils sont exclus. L'administration est en ligne. Donc, complètement. Et évidemment, regardez, vous prenez les allocations... Enfin, vous avez ça dans tous les domaines. Vous prenez la fiscalité, ceux qui sont bien renseignés arrivent à trouver la bonne niche fiscale. On a vu ça avec les cabinets de conseil récemment. Les allocations familiales. Pareil sur les systèmes d'allocation, effectivement. Le RSA, vous avez ceux qui sont bien renseignés, qui du coup fraudent, et vous avez ceux qui ne comprennent rien et qui du coup sont exclus. Un tiers des gens qui devraient en bénéficier n'ont pas l'allocation. Donc la complexité génère de l'injustice sociale. La gauche est incapable de s'emparer de ce thème, ce que David Graeber avait bien noté. De manière Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi la gauche ? Parce que elle a une telle foi dans l'État, représentant neutre de l'intérêt général, qu'elle n'arrive pas vraiment à admettre que ce même État puisse créer de telles injustices. Pour elle, l'État, c'est toujours le recours contre... C'est de la puissance et donc... les phénomènes d'oppression du secteur privé. Ce qui est très intéressant, c'est que quand je faisais ce travail sur la simplification, on a un institut de juridique qui s'appelle Nexus Lexis, je crois, qui a posé à tous les candidats une question sur comment comptez-vous simplifier la loi. Alors moi, évidemment, j'étais dans mes chaussons, j'ai raconté toutes les histoires, et puis vous aviez les réponses des différents candidats. Alors globalement, tout le monde disait oui, il faut simplifier, puis après les méthodes différaient, le degré de sincérité différait, le degré de langue de bois différait. Tous sauf un, Jean-Luc Mélenchon, qui a répondu « Ah non, mais nous, on ne veut pas simplifier du tout. Simplifier, c'est le cheval de Troie du libéralisme. » Et donc, il disait pas « on va complexifier », mais enfin, il refusait de prendre en compte
le problème. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Gaspard Koenig. C'est vrai qu'il y a de multiples exemples. On a pris celui des billets de la SNCF, on a évoqué les passeports et cartes d'identité auparavant. Il y a par exemple MaPrimeRénov' qui a été lancé en fait aussi il y a quelques mois. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un conseiller pour faire des travaux, etc., il faut plusieurs mois. Eh oui, plusieurs mois avant d'avoir quelqu'un. Je dis pas en fait un rendez-vous, mais en ligne. Ça, vous pouvez avoir quelqu'un au téléphone. Mais en revanche, pour pouvoir mener en fait les travaux et la personne qui va venir chez vous, c'est très long. Donc on ne comprend pas pourquoi. On marche complètement sur la tête. Je voudrais savoir avec Gaspard Koenig dans un instant si c'est la même chose chez nos voisins européens. Ouais. Parce que en plus, il va y avoir évidemment la planification écologique qui est sans doute particulièrement importante. Mais là encore, on va probablement nous imposer un certain nombre de normes et ça va encore complexifier les choses. Simplifions. Allez, on attend vos commentaires et vos appels au 0800 26 300 300 Sud Radio, il est 10h-20. La vérité en face. Et nous sommes toujours en compagnie de notre invité philosophe Gaspard Koenig pour parler de la simplification bureaucrate, administrative. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir au 0800 26 300 300. Petite anecdote, j'ai fait le vote par procuration là il y a pas longtemps. Ouais. Et pour le coup, c'est très simple et rapide. Alors c'est bizarre là est-ce que c'est pas anodin là qu'on ait simplifié la notion de vote par procuration non, alors que c'est plus compliqué sur la SNCF par exemple. Non, mais il y a des choses qui s'améliorent. Il y a une ministre qui s'appelle Amélie de Montchalin qui a fait du bon travail pour simplifier un certain nombre de choses, pour ouvrir France Connect. Mais encore une fois, on parle de simplification administrative, mais on ne remonte pas à la source, qui est la question de la production de la norme. Et le nombre de normes en France continue à augmenter année après année. Le Conseil d'État le note régulièrement, le mesure. On est entre 400 et 500 000. C'est-à-dire qu'on met de nouvelles normes, mais on n'efface pas les autres, quoi. Bien souvent, on empile, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Et comme disent très bien les juristes, trop de droit tue le droit. Et qu'a fait Napoléon quand il est arrivé au pouvoir, c'est dire quand il était premier consul, parce que nous, c'est un peu inspiré de cette méthode, parce qu'au fond, la France a déjà vécu cet épisode de suradministration avant la Révolution française. Et Napoléon a dit, on va mettre les choses à plat. Et plutôt que de se demander quelles normes j'enlève, parce que ça marche pas, c'est un travail de Sisyphe, je vais demander quelles normes on retient. Et donc on a réécrit les grands codes et on a passé 1 ou 2 ans, c'est pas grand-chose, à faire ce grand travail. C'est pas grand-chose, si, c'est énorme quand même, bien sûr. Ça peut être parce que c'est un gros boulot. Oui, mais ça peut être le projet d'un quinquennat, puis ça coûte pas grand-chose, c'est du jus de cerveau. Et c'est un grand projet de refondation institutionnelle où on dit cette chose extraordinaire, mais qui pourtant devrait être la base de tout état de droit, où nul n'est censé ignorer la loi. Et on va faire des textes que chacun peut lire, que chacun peut comprendre. Et parmi les propositions qu'on portait, alors c'est un peu anecdotique, mais en même temps, je pense que c'est symboliquement assez fort, proposer de mettre en place une commission du bon sens, en disant, voilà, vous votez les lois, vous faites tous les amendements que vous voulez, et puis après, vous avez une commission de citoyens tirés au hasard. Moi, je ne crois pas beaucoup aux citoyens tirés au hasard qui décident sur les grands sujets. Ouais. En revanche, là, il serait parfaitement légitime pour dire, simplement, est-ce que vous comprenez ou pas le texte qui vient d'être voté. C'est une commission qui trancherait sur l'intelligibilité des textes. Commission du bon sens. Commission du bon sens, c'est avec des gens tirés au hasard qui diraient non, mais là, je suis désolé, je comprends pas. Et on dit, mais si un citoyen tiré au hasard ne comprend pas ce qu'on vient de voter, c'est qu'il faut le réécrire. Et c'est l'inverse de la logique actuelle où le gouvernement vous dit toujours, les gens comprennent pas, on va faire plus de pédagogie. Ah, ils comprennent pas nos mesures économiques parce que c'est trop compliqué, on va faire plus de pédagogie. Mais si c'est compliqué, c'est ça le problème. C'est qu'on a créé des systèmes économiques trop compliqués. Si les gens peuvent pas, si les gens, les citoyens, ne peuvent plus maîtriser leur destin collectif parce qu'ils n'en comprennent plus les paramètres, eh bien, il faut reconstruire notre système. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde où on impose des choses aux gens en disant on va faire de la pédagogie. Et c'est lui qui bloque d'ailleurs, s'il y a une certaine inertie dans quelques secteurs, quoi, parce que les gens sont découragés et n'avancent pas, que ce soit pour monter en fait des entreprises, il faut quand même être fort, quoi, face à l'administration, mais pas que l'administration, puisque dans le privé, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des exemples aussi de dérive totale, quoi. Tout à fait, c'est un phénomène qui concerne encore une fois aussi bien l'administration que les grandes entreprises. Et c'est un phénomène surtout qui conduit les gens à, quelque part, se réfugier dans un statut. Donc vous êtes plombier chauffagiste indépendant, vous craquez parce qu'on vous demande, vous impose un nouveau CERFA, ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et vous êtes découragé, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vous faire embaucher comme salarié dans une entreprise qui fait ça, et qui assure la compta, le service juridique, le secrétariat, et puis vous pouvez enfin faire votre boulot, mais vous êtes salarié, vous n'êtes plus indépendant. Et donc c'est structurellement un phénomène qui décourage l'activité individuelle, l'innovation, mais à la fois professionnelle, mais aussi dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle,
pour mettre les gens dans des cases, au fond, où comme ça on est sûr que tout est homogène et que chacun va bien remplir les bons formulaires. Et est-ce que ce n'est pas aggravé aussi par le phénomène européen? C'est-à-dire qu'il y a la double couche, si je puis dire. Il y a les normes françaises. Parce que vous avez dit Napoléon, effectivement, qui a remis les choses en place. Sauf qu'il pouvait le faire à l'échelle d'un pays, alors un empire. Mais bon. Et là, il y a l'Europe. C'est-à-dire qu'en même temps, vous prenez des décisions en fait, au niveau national, mais ce n'est pas applicable au niveau européen. Enfin, ou en tout cas, ce n'est plus compatible avec l'Europe, ou l'Europe qui vous impose un certain nombre de choses. Alors, notre analyse là-dessus, qu'on a travaillé avec des juristes, c'est que dans 90% des cas, la complexité de la règle européenne vient de l'administration française. C'est ce qu'on appelle la surtransposition. Il y a des rapports du Sénat là-dessus. Les directives européennes, on peut contester leur légitimité, on peut contester le fond, savoir si elles sont justes ou pas. Mais globalement, justement, parce qu'elles doivent être appliquées par l'ensemble des pays, et à l'exception de quelques secteurs où la Commission a la compétence, y compris par exemple l'agriculture, donc avec ces exceptions-là, les 10% qui restent, globalement sont à un niveau de généralité suffisant pour qu'on puisse les appliquer de manière assez simple et homogène. Donc je pense qu'on rejette beaucoup sur Bruxelles notre propre vice, qui est de complexifier. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait émis une circulaire interdisant à l'administration de surtransposer la norme européenne, qui visiblement n'a pas eu beaucoup d'effet. Donc je ne pense pas que l'Europe soit là-dessus le problème majeur. D'ailleurs, l'Europe, depuis 10 ans, et sous l'impulsion de la commission Juncker, avait quand même mis en place un processus de réforme assez fort pour précisément arrêter de bureaucratiser, parce que dans le contexte du Brexit, elle avait commencé à comprendre que c'était que ça créait des vraies frictions avec les citoyens. Donc, voilà. Donc je pense pas que ça soit le problème principal, et je pense qu'on peut faire l'essentiel du boulot. Oui, mais souvent on s'éloigne du terrain quand on décide en fait au niveau européen. Voilà. C'est ce que vous dites. Il y a du particularisme, il y a certaines situations qui ne sont pas les mêmes avec la météo, avec beaucoup d'autres phénomènes culturels, quoi, aussi. Et c'est pour ça qu'au cœur de notre programme, il y a le principe de la subsidiarité ascendante, qui veut dire il faut... Ah bah là, attendez, vous allez compliquer les là, choses. Là, il nous faudrait la comité du bon sens. C'est vrai, absolument. Simplifier. Tout simplement le fait de redonner le plus de pouvoir possible au plus petit niveau, donc au local, et surtout de permettre au plus petit niveau de se saisir des compétences dont il souhaite se saisir. C'est plus au pouvoir central de dire qui s'occupe de la gestion de l'eau, qui s'occupe de la gestion des routes, qui s'occupe de ceci. Ça doit être différencié de région en région, en fonction justement des besoins du terrain, et que ça doit venir des régions elles-mêmes. Ça doit venir le premier échelon, c'est la commune qui doit décider ce qu'elle prend, ce qu'elle laisse à l'échelon supérieur, et ainsi de suite jusqu'à l'État, et ainsi de suite jusqu'à l'Europe, qui prend finalement ce qui est trop compliqué, le commerce extérieur, la gestion des data, etc., qu'on est bien content de lui laisser, parce que là, c'est effectivement du boulot de la construction européenne. D'ailleurs, l'Europe était quand même fondée sur ce principe de subsidiarité, s'en est éloignée. Je pense que c'est la bonne matrice pour remettre les choses à l'endroit. Gaspard de Koenig, en même temps, on n'a jamais autant parlé de territoire, justement, pour décentraliser, le fameux État central. Donc ça a été que des mots voilà, on s'y attaque malgré tout. On a décentralisé, mais encore une fois, on a décentralisé à partir du centre. C'est-à-dire c'est le centre qui répartit aujourd'hui les compétences, qui définit les différentes strates administratives et qui dit qui est responsable de quoi. Il faut bien que ça parte de quelque part. Et non, ça peut partir justement du territoire lui-même. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple extrêmement concret. J'ai fait mon premier déplacement de campagne en Corse. Simon dit les Corses, ils disent on a une nouvelle loi qui fait que la gestion de l'eau va être donnée aux communautés de communes, aux intercos. Alors que nous, dans les villages de montagne, qui ont beaucoup d'eau et qui ont des sources, on gérait notre eau ensemble et bénévolement depuis des siècles. On n'a jamais eu de problème avec ça. Et tout d'un coup, on nous dit qu'il faut s'associer à d'autres communes. Et donc, du coup, il va falloir un organisme extérieur pour le traiter. Et donc, ça va faire augmenter le coût de l'eau. Et donc, ça peut s'appliquer à des territoires de plaine où il faut effectivement mutualiser les moyens. Mais nous, ça ne s'applique pas à notre territoire. Et ben, là, c'est un bon exemple d'une répartition des compétences qui a été faite depuis Paris, qui ne s'applique pas, ne correspond pas aux besoins de chaque territoire. Et si on disait simplement au territoire, bon, alors est-ce que vous prenez ou pas la compétence de l'eau ? Et on leur demande d'abord à eux, et c'est eux qui décident. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, le candidat Macron, là, dans ses annonces programmatiques, a été assez loin dans ce principe de différenciation territoriale qui a été voté il y a 1 ou 2 ans, en disant, bah oui, finalement, on peut avoir des organisations, y compris politiques, qui diffèrent d'une région à l'autre, des modes de gouvernance qui diffèrent d'une région à l'autre, des expérimentations.
Et de manière aussi assez intéressante, Mélenchon lui a répondu « Ah non, ça c'est pas possible, ça brise le principe d'égalité républicaine ». Et donc on voit très bien le débat dans lequel on s'avance, qui est quand même un débat très intéressant pour notre pays, qui est qu'au nom du principe d'égalité, on poursuit cette logique d'homogénéité, ou est-ce qu'au nom du principe, au fond, de liberté et d'expérimentation, on admet qu'il y ait des situations différentes dans différents endroits du territoire. Ouais. Vous vous sentez prêt, vous, si jamais on vous demandait d'aller mener une telle mission ? Alors, dans un nouveau gouvernement ? Pour le moment, personne ne me demande rien du tout. Si quelqu'un me disait on te donne les moyens et le mandat pour mettre en place les points centraux de mon programme, évidemment j'irai. Ce serait absurde d'avoir fait tout ça pour ne pas y aller. Maintenant, si c'est pour faire pot de fleurs et faire une énième commission de simplification dont j'ai déjà dénoncer les inefficacités pour raison de fond, ça n'a aucun intérêt. Oui, Gaspard Koenig, nous vivons un moment particulièrement important, historique et dramatique avec la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine qui ce matin va effectuer ce matin toute la journée une démonstration de force probablement sur la place rouge avec un discours qui est très attendu. Alors il y a la menace nucléaire. Vous avez écrit et rédigé une tribune sur abolir le nucléaire. L'armement nucléaire. Est-ce que c'est le moment, en fait, de parler de ça ? Je pense que c'est précisément le moment d'en parler. Alors, c'est pas pour rendre les armes tout de suite, mais c'est pour dire que, au fond, ma génération, qui s'est éveillée politiquement après la chute du mur, n'a jamais vraiment discuté de la question du nucléaire militaire. Parce que la question ne se posait pas et qu'on avait l'impression que cet équilibre de la terreur qu'on lit dans nos livres d'histoire, qu'on nous a enseigné à l'école, force de dissuasion, pour dissuader l'adversaire, marchait plutôt bien. Et puis on s'aperçoit que quand il y a un problème, cette menace redevient réelle et qu'on s'aperçoit qu'au fond, tout ça repose, hélas, sur la rationalité des hommes. La science économique a longtemps cru à la rationalité des hommes, à l'homo economicus. Elle y a renoncé depuis 10 ou 20 ans. Les progrès de la psychologie, les progrès de l'économie comportementale ont fait que on utilise d'autres matrices que celles de la rationalité, parce qu'on a bien compris que c'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. Et bien en fait, c'est un peu la même question aujourd'hui sur le nucléaire. Est-ce qu'on peut continuer à prendre ce risque fou, ce risque maximal, ce risque de destruction totale qui peut arriver au fond à tout moment, en imaginant que les gens sont assez rationnels pour ne pas se détruire eux-mêmes, puisque c'est ça le principe de la dissuasion. Mais il y a des gens qui seront ravis de se détruire eux-mêmes ou de détruire leur pays. Un des derniers ordres d'Hitler, c'était de raser l'Allemagne. Et c'est ce que disent certains à propos de Vladimir Poutine, qu'il pourrait, dans une forme de folie, d'être capable d'aller jusqu'au bout. Sur le plan théorique, cette histoire d'équilibre de la terreur, du fait qu'on a évité la guerre parce qu'on avait l'arme nucléaire, ne tient pas la route, parce qu'on crée un risque, un signe noir, comme dit Nassim Taleb, justement sur les événements rares, mais qui finiront toujours par arriver, parce qu'ils sont statistiquement possibles. En fait, on est à peu près certain, si on garde le principe de l'armement nucléaire, d'arriver un jour, peut-être pas cette fois-ci, peut-être dans 4 siècles, à la destruction de la planète. Donc ce que je veux dire, c'est que... Mais si vous l'abandonnez... D'accord, mais la décision collective, la finalité qu'on doit poursuivre, c'est la disparition de ces armes de destruction massive. Il y a aujourd'hui un traité d'interdiction des armements nucléaires qui a été signé par plus de 100 pays à l'ONU, qui a été promulgué il y a quelques mois, et évidemment dont la France ne fait pas partie. Et ce que je veux dire, c'est que c'est discuté aujourd'hui dans les enceintes de l'ONU et que la majorité de la planète est d'accord pour mettre fin à ces armements. Évidemment parce qu'elle n'y a pas accès. Mais ça veut dire que c'est un débat qui est vif et qui a cours aujourd'hui. Et simplement, ça doit être, je pense, et on doit accepter de dire explicitement que ça doit être notre finalité, la disparition des armes nucléaires. C'est pas la doctrine française aujourd'hui, qui dit au contraire que l'arme nucléaire est la clé de voûte de notre défense. Après, comment on arrive à cette finalité ? Je ne suis pas naïf, évidemment que ça va prendre énormément de temps, évidemment, on ne va pas se désarmer tout seul de manière unilatérale. Ça va pas être simple. Ça veut déjà dire que c'est ça la finalité, ça change un peu les termes du débat. Et probablement que la guerre en Ukraine et l'hystérisation de la question nucléaire par le pouvoir russe nous conduit à reposer cette question et à en débattre collectivement, parce que c'est un choix démocratique de savoir quelle est la finalité de notre défense. Le nucléaire militaire sur Terre, quoi. Merci Gaspard Koenig d'être venu ce matin. On rappelle votre livre. Simplifions-nous la vie avec Nicolas Et Garner. le mouvement Génération Libre. Il existe toujours, votre mouvement politique. Il y a deux choses. Il y a le think tank Génération Libre.
Et ensuite, il y a le mouvement politique simple qui existe et qui sera actif politiquement dans les années à venir et qui a tout son temps pour prévaloir. Et pour simplifier. Voilà.